Bonjour Sylvain. Salut Laurent. Donc on fête aujourd'hui le premier anniversaire du podcast. Ouais, c'est fantastique. Exactement, Bonjour. 21 décembre l'an dernier, tu étais mon premier invité. Et puis surtout, il y avait plein de choses qui sont passées entre-temps dont je voulais te parler. Pour commencer, peut-être fais-nous un petit update sur ta life. Qu'est-ce que Ouais. tu fais en ce moment? Alors moi, j'ai changé d'endroit. Tiens, maintenant je suis prof à l'université de Caen. J'ai D'accord. eu un upgrade, une belle promotion. Donc, je suis prof des universités. Nouveau lieu, nouveaux étudiants, nouveaux cours. Je suis responsable d'un master là-bas, tiens, qui a rapport au web. On fabrique des développeurs web. Très intéressant. Si vous cherchez des stagiaires, il ne faut pas hésiter à me contacter d'ailleurs. La promo sortante va bientôt partir en stage. Sinon, sur le plan plus SEO, à part les cours, cette année, depuis quelques mois, c'est un peu compliqué parce que mon nouveau poste fait que j'ai beaucoup de boulot pour tout mettre en place. On poursuit avec mon frère Guillaume le Manage Ref, donc ça fait aussi un an, parce que j'en avais parlé pour la première fois pendant ton podcast, où on a formé, je crois, 44 personnes cette année, hors nos amis qui ont eu une formation gratuite, eux. Donc un succès raisonnable, pas comme on l'aurait voulu, mais quand même ça a fonctionné suffisamment bien. J'ai beaucoup appris sur la communauté SEO d'ailleurs grâce à cette formation. Et d'ailleurs notre cœur de cible n'est absolument pas les référenceurs au final, plutôt des grosses boîtes et quasiment uniquement en présentiel en fait. Les gens ne sont pas D'accord. très intéressés par la formation à distance. Ah ouais, ouais. Ouais, voilà ce qu'on peut en retenir. Pour le reste, pas tellement de nouveautés. Cette année, je suis encore dans le comité d'organisation de SEO Campus, qui aura lieu plus tard. Toi aussi, je crois, Laurent. Moi aussi, mais toi tu étais à Berkeley aux États-Unis quand on a fait notre réunion. Exactement. Mais bon. Donc moi, j'ai le droit d'être dedans et en plus, j'évite le travail. C'est pas mal. Donc voilà. Mais c'est pas fini, il y a la phase maintenant Ouais, de vraie de préparation. trouver voilà, de vraies préparations. Donc, Ok. Et sinon, non, pas d'autres nouveautés particulièrement. d'accord, passons aux choses sérieuses alors. Mhm. Le gros sujet, intelligence artificielle, machine learning, apprentissage automatique. Est-ce que Google se transforme en Skynet? Ah ouais, bonne question. La matrice est-elle avec nous? Je ne sais pas. Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle, machine learning? Est-ce que c'est des termes assez précis ou c'est pas un peu bidon et englobe des choses diverses et variées? Ouais, alors, allons-y. Intelligence artificielle, ça veut grosso modo rien dire, on va dire, hein. Donc, l'intelligence artificielle, en fait, techniquement, c'est une discipline de l'informatique euh, qui regroupe vraiment plusieurs domaines. Et le domaine qui nous intéresse plus aujourd'hui, là, c'est ce qu'on appelle machine learning ou apprentissage en français, qui est un domaine qui est celui de la création d'algorithmes ou de méthodes informatiques qui peuvent mettre en place des processus qui permettent de remplir des tâches qui sont traditionnellement dévolues aux humains. C'est voilà, un ricochet. D'habitude, ce qu'on fait en informatique, c'est on fait des algorithmes qui produisent des résultats. Là, on crée des algorithmes qui en fait vont construire d'autres algorithmes qui vont produire des résultats. Et Et alors, les tâches typiques qu'on regarde, c'est par exemple reconnaître du texte, reconnaître le locuteur, c'est-à-dire quand on a un enregistrement, qui est-ce qui est en train de parler par rapport à une base de personnes qu'on connaît. Donc reconnaître l'écriture, je l'ai déjà dit. Apprendre la structure de données, c'est vraiment les choses très importantes qu'on fait maintenant en machine learning. Donc on a des données qui ont une certaine structure et on va essayer de deviner quelle est la structuration des données sans vraiment la connaître pour être après capable de reconnaître si des nouvelles données qu'on reçoit sont de tel ou tel type, par exemple. Ce genre de choses. par contre, on a l'impression que ça sort comme ça tout de suite, alors que, enfin, il y a pas longtemps, alors que c'est début du XXe siècle, il y avait déjà notamment le turc mécanique là, qui apprenait à jouer aux échecs tout seul. C'était déjà un petit peu de l'apprentissage. Ouais, alors le turc mécanique, je sais pas trop si c'était pas un peu à moitié une intox. Je sais pas trop ça, parce que historiquement, je suis pas trop au top. Par contre, c'est une discipline, c'est clair, qui est assez ancienne, puisque après la guerre froide, après la guerre froide, après la guerre et donc au début de la guerre froide, il y avait déjà des mécanismes d'apprentissage qui étaient mis en place pour faire de l'apprentissage de données. Il y a plusieurs notions d'apprentissage, mais l'apprentissage dit supervisé, par exemple, est le premier truc qui est sorti, donc dès les années 60. Et l'apprentissage supervisé, c'est on a des données qui arrivent, hein, par exemple des signatures de personnes, et on veut reconnaître la signature d'une personne en particulier. Et donc on a un ensemble de données qui est dans ce qu'on appelle un monde fermé. On a une base de comparaison, et on veut savoir si un objet
correspond à un objet qu'on a en mémoire, par exemple. Donc ça, c'est les premiers algorithmes d'apprentissage, de types d'algorithmes d'ailleurs qui sont déjà utilisés par les moteurs de recherche, ceux-là par exemple. Quand on veut reconnaître, par exemple, une structure de ferme de liens, on fait de l'apprentissage supervisé. On connaît déjà la structure qu'on veut retrouver, on va regarder si on la retrouve dans nos données. Donc là, on a un algorithme dit d'apprentissage supervisé. On apprend la structure, on essaie de la reconnaître ensuite. Bah, ça, c'est un peu aussi ce qu'on fait en spam avec, enfin, si on veut faire du scrapbox, on cherche des empreintes, des footprints. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Et puis on apprend à la machine de reconnaître cette empreinte. C'est ça. Avant de passer au search, il y a plein de secteurs sur Internet où c'est déjà en place depuis longtemps. Je pense notamment à un secteur que tu connais bien, qui sont les recommandations. Donc que ce soit pour faire recommandations d'amis sur Facebook ou LinkedIn, etc. Explique-nous comment ça marche. Alors il y a plusieurs grandes méthodes pour faire de la recommandation. Alors déjà, il y a deux types de la recommandation, je peux en parler pendant des heures, je suis désolé. Donc il y a deux grands types de recommandations. Il y a de la recommandation dite filtrage collaboratif, collaborative filtering en anglais. Donc on apprend les préférences des utilisateurs. Et puis après, il y a des types de recommandations qui sont dites content-based, donc basées sur le contenu, où là on essaye d'apprendre quelles sont les caractéristiques intrinsèques des contenus pour repérer des contenus qui en fait sont similaires. D'accord ? Donc, dans un cas, on apprend les goûts des utilisateurs, dans l'autre cas, on apprend le contenu des produits, par exemple le contenu des films, etc. Et donc dans ce qu'on appelle le collaborative filtering, donc on a des méthodes qui sont toutes basées sur des concepts d'algèbre linéaire, pour essayer de repérer les goûts des utilisateurs. Donc les utilisateurs donnent leur goût, ils disent je préfère tel film, je préfère Star Wars à Star Trek et à Twilight par exemple. Donc tout le monde fait ce genre de choses. On va créer d'énormes matrices de préférence, c'est des tableaux qui disent telle personne préfère tel et tel produit à tel ou tel autre. Et un système de recommandation, c'est quoi ? C'est un système qui, quand on lui envoie une matrice dans laquelle il manque des données, donc un tableau dans lequel il manque des cases, on ne sait pas par exemple, toi Laurent, si tu aimes Star Trek ou Star Wars, eh bien, on va essayer de deviner ta préférence en regardant si tes préférences sur les films que tu as déjà regardés correspondent à celles d'un autre utilisateur qui, lui, préfère Star Wars à Star Trek, par exemple. D'accord. S'il s'avère que moi, je préfère Star Wars à Star Trek et que tous les films que tu aimes, je les aime et réciproquement, eh bien, on va dire que tu as les mêmes goûts que moi. Donc, on va apprendre des données qui nous concernent tous les deux, quelque chose sur des données qui ne me concernent que moi, mais pas toi encore. D'accord ? Je comprends. Donc ça, c'est le truc collaboratif. Alors après, les méthodes qui sont basées sur le contenu, là, sont différentes. Elles sont souvent statistiques. On apprend avec des méthodes statistiques comment sont structurées les données. Par exemple, on repère ce qu'il y a dans Star Wars ou dans Star Trek. Et donc, si tu dis, moi, j'ai aimé Star Wars, eh bien après, on va te fournir des propositions de films qui ressemblent à Star Wars ou à Star Trek. Je comprends. Parce c'est la machine, aura un algorithme qui aura deviné les caractéristiques du contenu du film. Notre domaine où le machine learning, enfin où l'apprentissage paraît plus facile, c'est notamment dans Gmail pour filtrer le spam. Tout à fait. Alors là, on a encore un autre type de méthode d'ailleurs pour filtrer le spam, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage bayésien. Donc l'apprentissage bayésien, c'est les méthodes probabilistes. Au début, la machine ne connaît rien du spam. Puis un premier mail arrive et toi tu dis ce mail c'est du spam. La machine apprend que tel mail est du spam et par exemple elle a un critère qui est de regarder le titre. Il y a Viagra dans le titre, tu as marqué que c'était du spam. Tu reçois un deuxième mail qui contient Viagra dans le titre, tu mets aussi que c'est du spam. Tu en reçois un troisième et tu ne mets pas que c'est du spam. La machine va dire tous les mails qui contiennent Viagra dans le titre, eh bien ils ont une probabilité 2/3 d'être du spam. Parce que 2 fois tu as noté que c'était du spam et 1 fois tu as noté que c'était pas du spam. Donc une fois que tu agrèges cette connaissance sur tous les utilisateurs de Gmail, millions ou peut-être même plus d'utilisateurs, tu as une base très précise de données qui te dit quand il y a tel mot, il y a telle probabilité que ce soit du spam, quand il y a tel autre mot, telle proba, etc. Et au final, quand tu as un mail qui arrive, tu peux regarder mot par mot la proba associée que ce soit du spam, tu agrèges toutes ces informations, et là, tu as un critère qui te dit il y a une telle probabilité que le mail soit du spam ou pas. Et si tu dépasses un certain seuil, tu dis c'est du spam et c'est gagné. Parce qu'en fait, l'enjeu principal, c'est de décider quand est-ce qu'on va pouvoir passer à la phase industrielle d'un système qui est scientifique ou théorique. Certains chercheurs ont mis en place un système, ont inventé quelque chose qui pourrait filtrer le spam ou faire des recommandations, et ils ont décidé
paf, ça peut passer au stade industriel. Ouais. Et il y a plein de complications. Donc pour Gmail, ils y sont arrivés, pour LinkedIn ou Facebook, ils y sont arrivés. Et maintenant, passons à d'autres qui sont AdWords et le search, où là, ça devient un petit peu plus compliqué, quoi. Oui, il y a d'énormes complications. Alors, selon chaque méthode, les complications ne sont pas les mêmes, mais déjà, il y a des premières complications qui sont liées au volume de données, de toute façon, et au type de choses. Quand on parle du spam, par exemple, finalement, le volume de données a l'air impressionnant, parce qu'on dit c'est tout le mail qui passe, je parle du spam sur le mail. Donc tous les mails qui passent, ça fait un volume de données énorme. En vérité, pas tellement, parce que le spam, c'est toujours un peu les mêmes mails. Puis après, il y a les choses qui ne sont pas du spam. Et en plus, on a une simplicité pour le spam sur le mail qui fait que ça passe à l'échelle plus facilement, qui est il n'y a pas d'ambiguïté possible. Un mail, c'est ou du spam ou pas du spam. Il n'y a pas une qualité intrinsèque au mail, de dire une note entre 0 et 20 ou quelque chose. Et il y a très peu de mails dont certaines personnes vont dire c'est pas du spam, et d'autres vont dire c'est du spam. Les gens peuvent se tromper, mais c'est différent d'avoir un avis différent. Se tromper. Quand on est dans le domaine du search, là on est sur quelque chose de totalement différent. La qualité, elle est relative, elle est contextuelle, et en plus, même les requêtes sont ambiguës. Quand tu donnes une requête, deux personnes qui donnent la même requête ne cherchent pas forcément la même chose. Et puis en plus, après, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes en termes même d'une page similaire. Donc, au-delà de spam, non-spam pour une page, il va y avoir la notion de qualité qui rentre en compte, qui n'a pas du tout la même valeur pour tout le monde, qui est culturelle, etc. Et donc, on a une complexité des données en elles-mêmes qui est tellement plus forte qu'il est très difficile de faire de l'apprentissage dessus. Notamment parce qu'on a vraiment cette notion de... chaque donnée n'a pas une caractéristique fixe pour tout le monde. C'est ça qui fait la difficulté, notamment dans le domaine du search. Ouais, parce que explique-nous un petit peu, en fait, à la base, quand vous, scientifiques, vous travaillez sur ces concepts, vous ne travaillez pas sur un index aussi gros que celui de Google, c'est sur un champ restreint. Oui, bien sûr. Moi, je vais te donner une idée, parce que là, en ce moment, donc, on fait comme ça, je spoil un peu sur les travaux qu'on fait en ce moment avec mes anciens thésards, qui sont maintenant mes collaborateurs. On travaille sur un système de reconnaissance de spam, mais vraiment de spam au sens web spam, pardon. Donc, comme dans la veine des travaux de Ntoulas en 2006, je crois, qui faisait des classifieurs. Donc, justement, lui, il faisait des classifieurs. Un classifieur, c'est quelque chose qui donne une réponse, c'est du spam, c'est pas du spam. Et il part d'une base de connaissances qui est c'est du spam, c'est pas du spam. Eux, ils avaient une base de connaissances qui était officiellement de quelques millions de pages. En pratique, ils avaient, je crois, 16 000 pages qui avaient été taguées à la main. Donc, ils apprenaient à détecter du spam sur 16 000 pages. Moi, je veux faire quelque chose de plus impressionnant. Je voudrais qu'on ait 100 000 pages. Voilà. On peut estimer qu'il y a au moins une vingtaine de milliards de pages dans l'index de Google, minimum. Donc, voilà la différence. 100 000 d'un côté, 20 milliards de l'autre. Ouais. Donc, on n'a vraiment pas le même volume de données. Et il faut savoir qu'il y a des méthodes qui, naturellement, ne passent pas à l'échelle pour une raison uniquement technique. Par exemple, toutes les méthodes qui sont basées sur le concept de système de recommandation collaboratif. J'ai parlé tout à l'heure de l'utilisation de tableaux. Tel utilisateur a tel ou tel avis sur tel objet. Là, on est en train de parler de matrices qui ont plusieurs milliards de lignes ou de colonnes qu'on ne peut même pas stocker en mémoire. C'est des matrices plus grosses que celles qui sont utilisées pour le PageRank, par exemple, pour donner une idée. D'accord. Donc voilà, le PageRank, ça coûte combien à Google de calculer le PageRank ? Ça coûte je ne sais plus combien de dizaines de data centers à 200 millions de dollars l'unité. Si pour détecter le spam, il faut refaire la même chose, ça coûte très très cher. Donc ça ne passe pas à l'échelle d'un point de vue à la fois conceptuel souvent, algorithmique à cause de la taille des structures de données derrière, et puis ensuite financier, parce que même si on pouvait le faire, des fois la taille est telle qu'on ne peut plus stocker. Parce que d'après ce que je sais, Google, eux, ils aiment bien en fait lancer des tests, des algos, il y en a des centaines, voire des milliers en même temps, en simultané, mais c'est vraiment sur des fractions de l'index. C'est complètement... Et puis après, ils font ce qu'on appelle le sanity check, c'est-à-dire ils voient si c'est complètement déconnant ou pas. Et c'est pour ça aussi que des fois, on observe un peu ces espèces d'effets de bord, des trucs bizarroïdes qui sont uniquement liés à certains sites ou à certains mots-clés, alors que ce sont finalement des tests derrière, et puis c'est pas du tout appliqué à l'échelle de l'algo, en tout cas global, quoi. Je sais pas si tu te souviens, dans le premier podcast, on avait parlé un peu de ça en disant les filtres qui étaient tous mis en place et qui interagissaient. Mais en fait, on est vraiment dans cette problématique-là. Déjà, donc ils ont... alors moi, j'ai sous les yeux, par exemple, la partie research.google.com, et je vois qu'il y a 263 publications en machine learning.
Et c'est vrai qu'il y a des trucs, si on regarde, hein, voilà, ils ont fait des tests, 200, 2000, 10 000, 1 million de pages. Voilà, ils mettent en place un filtre. Les chercheurs qui travaillent là-dessus, ils n'ont pas accès à l'index de Google, il faut le savoir. Ils ont des données qui leur sont données par d'autres personnes, parce que voilà, c'est un secret de guerre, l'accès à l'index, donc ils ne leur auraient pas donné. Donc ils mettent en place un truc, puis après ils filent ça aux ingénieurs de Google, qui essayent d'une manière ou d'une autre. Alors des fois, ils essayent que sur un data center, puis ça marche, ils essayent plus loin. Puis après, il peut y avoir des interactions terribles, etc. Et en fait, la plupart du temps, je pense qu'ils abandonnent les idées qu'ils ont. Ils les mettent en place et puis ils reculent. Parce que même si elles sont bonnes, il y a une interaction trop forte avec le reste en plus de la machinerie. Oui, moi mon point de vue, c'est ça, c'est que d'impliquer ça, cet apprentissage au sein du reste de la tambouille, pose d'énormes problématiques. Parce que qui prend le dessus sur quoi, ou alors c'est simplement un vérificateur, quelque part, hein, pour voir si bon, ben, l'algo est pas, peut avoir une corrélation avec le machine learning, mais de là à intégrer vraiment l'apprentissage au cœur de l'algo, on n'y est pas encore, quoi. Moi, je pense pas. Je pense qu'actuellement, une des rares solutions qui serait viable pour utiliser certains algos vraiment très efficaces, par exemple, enfin, ou pas très efficaces, mais parmi les plus efficaces pour filtrer du web spam, ce serait d'utiliser les résultats tels qu'ils sont actuellement, puis au lieu de les renvoyer à l'internaute, de les envoyer dans un autre data center spécialisé dans le filtrage, qui filtrerait les 3-4 premières pages, puis qui les renverrait à l'utilisateur. Mais bon, il y aurait une latence supplémentaire, ça doublerait ou triplerait le temps de fourniture de la réponse, ce que Google ne veut pas, je pense. Après, il y a aussi, ça c'est la théorie, mais la réalité, ce qu'on a vu avec Pingouin, c'est que il a giclé des sites, soi-disant donc de mauvaise qualité, pour les remplacer par quoi? Par d'autres sites de mauvaise qualité. Sûr, ah bah ça. Enfin, ou plus ou moins, quoi, mais on n'est pas, il n'a pas révolutionné les résultats de recherche avec ses solutions anti-spam, quoi, ou en tout cas. Objectivement, de toute façon, moi je pense que Pingouin, je vais le dire poliment, je pense que c'est de. Poliment, je vais dire que c'est de la merde en barre, donc, pour que ce soit poli. Non, ce que j'en pense, c'est que c'est pas du tout issu des résultats des recherches des labos de Google. Moi, je peux pas le croire. Sinon, ils auraient communiqué sur le fait que c'était issu de leurs recherches. En fait, Pingouin, ça sent un peu Matt Cutts qui a dit bon, comment on va faire? Je suis au bout du rouleau, je sais pas comment faire. Allez, on va tirer au sort 200 sites faits par des gens qu'on a identifiés comme étant des référenceurs. Parce que bon, ça, je pense qu'il connaît tous les référenceurs de France et de Navarre, Matt Cutts. Et puis, il dit, on va bien communiquer sur le fait qu'on les a eus. Ça va faire peur à tout le monde. Et puis voilà, on aura fait parler de nous. Mais ça s'arrête là, je pense. Moi, je vois pas... en tout cas, sinon, je vois pas bien ce qu'ils ont fait. Ça m'inquiète un peu, sinon, sur le niveau de ce qu'ils sont capables de faire technologiquement actuellement. Bah, c'est sûr que voir les profils de liens et les identifier, c'est pas très compliqué pour eux, mais ensuite, de là à vouloir saquer un site pour un mauvais profil de lien, ben, c'est toujours pareil, hein. Sinon, on ferait que du déréférencement, quoi. On ferait que des liens pourris vers les concurrents et ils tomberaient. Et puis c'est tout. Puis en plus, que ce soit Panda ou Penguin, il faut bien préciser, ce sont des filtres, ce ne sont pas des modifications profondes de l'algo, ce sont des espèces de bulldogs qui lâchent de temps en temps pour faire ceci ou cela, quoi. Mais par contre, là-dessus, moi je pense que s'ils devaient intégrer vraiment des algorithmes d'apprentissage, bon déjà ce ne serait pas de l'apprentissage supervisé, ce serait d'autres types d'apprentissage, mais ils ne seraient pas forcément intégrés dans le noyau de l'algo, ce serait plus avec un statut de filtre, je pense. Parce que l'intégrer au niveau de l'algo, je pense que c'est vraiment très difficile, pour le coup. Parce que ça implique par exemple, parce qu'au niveau de l'algo, ça veut dire quoi? Ça veut dire où c'est au crawl, ou alors c'est au moment du calcul du PageRank. C'est les deux seuls moments vraiment où ils peuvent le faire. Ou alors, c'est de modifier, de ne plus utiliser des trucs genre TF, IDF au moment du calcul de la pertinence. C'est les trois moments où ils peuvent faire vraiment quelque chose dans le cœur de leur algo. Bon, bah, au crawl, ils peuvent faire des trucs, mais le crawl doit être tellement rapide qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Moi, j'ai fait des articles sur ce qui est faisable au crawl. En fait, au crawl, on peut faire quasiment aucun calcul si on ne veut pas ralentir le crawler. Ils ne veulent pas ralentir le crawler, ça leur coûterait trop cher. Donc après, il y a un moment du calcul du PageRank qui est déjà l'étape la plus coûteuse de l'algo, probablement. Donc là aussi, c'est compliqué, et puis c'est beaucoup d'algèbres, etc. Je pense que c'est difficile à faire. Donc le seul moment après où ils peuvent le faire, c'est le moment du calcul de la pertinence, avec tous les risques que ça implique si jamais leur truc déconne. Pour faire un déploiement réel au niveau de l'algo, il faudrait qu'ils soient vraiment sûrs d'avoir un truc qui tient la route, quoi. Et le seul moyen d'être sûr d'avoir un truc qui tient la route, c'est finalement de dupliquer l'algo, d'en faire une version modifiée et de le déployer sur une très grande partie quand même de leur data center. Parce que l'état d'esprit, là, enfin en tout cas la rumeur qu'ils sont en train de lancer, via des communications de gars Google qui viennent en conférence, etc. C'est on a
des ingénieurs superstars qui travaillent dans des conditions fabuleuses et donc qui savent tout de. On a recruté. Ben, comment il s'appelle le gars qui vient de recruter là encore Ray Kurzweil, Ray ouais, Kurzweil. encore une superstar du machine learning. Donc, moi, c'est ça qui me fait un peu peur, quoi. C'est vraiment ils donnent l'impression, encore une fois, que Google devient intelligent et que on va, il va pouvoir comprendre ce qu'il lit, alors que pour moi, c'est faux, quoi. Ouais, ce que je pense, c'est que Google a des super labos de recherche, ils ont des super chercheurs qui font des super choses, mais qui ne sont pas prêts d'être intégrés dans le moteur. Alors, ceci étant, avoir ces gens sous la main, c'est probablement la meilleure manière, après, le jour où ils voudront, de le faire. C'est clair. Ça, là-dessus. Mais je pense qu'ils communiquent beaucoup actuellement là-dessus, mais que pour l'instant, ils sont très très loin d'avoir fait un vrai pas en avant vers l'amélioration. On va pas dire l'intelligence du moteur, parce qu'il n'y a pas d'intelligence contraire. Enfin, moi, je ne suis pas comme Ray Kurzweil, je ne crois pas à l'intelligence de la machine. Mais en tout cas, vers une amélioration substantielle, un saut qualitatif, pour l'instant, ils n'y sont pas. En fait, ça impliquerait une refonte quasiment totale du moteur. Par contre, je comprends la communication. Ils veulent couper l'herbe sous le pied à toute personne qui pourrait vouloir changer le type même des algorithmes de recherche qui sont actuellement utilisés, quoi. Je comprends. Le AdWords. AdWords, par contre, là, c'est quand même avec ça qu'ils font de l'argent. Et là, il y a des données qui sont beaucoup plus maîtrisables que pour le search. C'est beaucoup plus facile. Ouais. Explique-nous un petit peu comment ça se passe avec AdWords. C'est vraiment beaucoup plus simple parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire de la classification, décider qu'une annonce est bonne ou mauvaise, par exemple, par rapport à un certain seuil de rentabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme données sur une annonce? On va avoir le texte de l'annonce, on va avoir le taux de clic, etc. On va avoir l'argent qui est mis par les gens pour obtenir l'annonce, l'endroit où on le met, quand c'est... voilà. Enfin bon, bref, grosso modo, il n'y a que ça, si je ne me trompe pas. Donc, il y a très très peu de données à maîtriser, et il y a un tel volume du côté de Google d'annonces qui sont faites, qu'ils peuvent vraiment opérer une classification efficace. Toutes les annonces qui parlent de tel sujet, qui ont tel type, aboutissent à tel taux de clic quand elles sont placées à tel endroit. Ça, ils peuvent le faire. Et donc, comme ça, ils peuvent améliorer très nettement la corrélation entre le prix, le revenu, enfin le prix de l'annonce, l'endroit où c'est placé, l'argent que ça rapporte, etc. Donc ça, c'est faisable. Alors, en plus, et donc ça, c'est avec des algorithmes vraiment de classification a priori, mais qui apprennent sur des résultats qui sont mis en mémoire. Même des algos adaptatifs existent. Alors, j'ai fait dans ma newsletter un article sur les bandits manchots. Oui, j'ai vu, excellent. Une méthode statistique, mais qui est une méthode de machine learning. Voilà, alors là, typiquement, ce genre de méthode, pour AdWords, ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que quand on a plusieurs annonces qui sont en concurrence, qui tournent, on peut naturellement modifier le texte, etc., selon des règles simples, pour converger vers une forme qui est la plus optimale en termes de revenus, par exemple. Et ça, c'est des choses qui marchent très, très, très bien. Parce qu'il y a quand même, à la fin, il faut savoir un critère très simple pour décider si oui ou non on a optimalité. Quand on a une annonce et qu'elle rapporte une certaine somme, il n'y a pas de doute, elle rapporte réellement une certaine somme. Et ce sera toujours vrai dans un certain contexte. Si on se place dans le domaine du search des gens qui font des requêtes, même quand toi, Laurent, tu tapes 2 fois de suite la même requête, peut-être que tu n'as pas 2 fois le même besoin. Ouais. Donc, effectivement, pourquoi le moteur serait capable de l'apprendre, ça? Aucune raison, le moteur n'est pas capable d'apprendre comment toi, Laurent, tu fonctionnes. Et dire que le moteur est capable de le faire, c'est un fantasme de science-fiction et pas du tout une réalité scientifique. Bah, moi, perso, c'était une discussion que j'avais avec Dixon Jones de Majestic. Et sa prévision, lui, c'est que les utilisateurs logués, c'est-à-dire vraiment traqués via Android, Gmail, etc., c'est-à-dire profilés à fond la caisse, eux pourront avoir des résultats pertinents parce qu'ils seront mieux étudiés, en tout cas. Moi, je vais tout de suite faire le parallèle avec les systèmes de recommandation, puisque les systèmes de recommandation, c'est ça. On demande l'intégralité des goûts de la personne pour lui faire une recommandation. Oui. Donc, on peut dire que c'est comme si on l'avait traqué partout, quoi. Bon, bah voilà, le taux de recommandation qu'on obtient, le record absolu, c'est Netflix qui l'a obtenu, je crois, et c'est 92% de bonne recommandation. Donc, dans 92% de tes requêtes, imaginons, si on était capable de passer à l'échelle du moteur, 92% du temps, on te fournira tes résultats qui te plaisent. 8% du temps, ce ne sera pas le cas. Voilà, si t'es vraiment traqué par Google, quoi.
si tu es traqué de A à Z et qu'on imagine que tous les algorithmes passent à l'échelle du moteur. Hein. On fait quand même, voilà, c'est une sacrée hypothèse qu'on fait là. Bien sûr, ouais, parce qu'en plus, il faudrait que tout soit synchronisé, sachant que dans une société comme Google, les gens d'AdWords ne parlent pas aux gens du search, Ouais, et, et ils se détestent avec les gens d'Android. Enfin, ouais. c'est vraiment comme ça que ça se passe, hein, dans ces grosses boîtes, hein, que ce soit Google, Sony ou Apple, quoi. Je pense que légalement, ça posera un problème. En plus, oui. Aussi, ça, il y a ça. Mais bon, est-ce que tant que ça reste secret, Bah, de toute façon, tant regarde, que les le autorités monitoring. leur demandent pas de dévoiler le truc, Après, là, on va rentrer dans les théories du ouais, complot et tout, mais le monitoring le plus complet qui est fait, c'est par le système échelon, par exemple. Je doute qu'il soit capable de prévoir quoi que ce soit, en fait, en pratique. bien sûr. Ouais, Sinon, ça se saurait. Hein. non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Par rapport donc ouais, est-ce que j'avais une autre question par rapport à ça? Si, je t'ai pas posé la question de. Si, on a posé la question sur le décrochage, enfin sur le fait que vous travaillez sur des petits volumes qui doivent ensuite se déployer sur des big data. Mais passons un petit peu à ce truc de knowledge graph là, Hum. aux entités nommées. Donc là aussi, ça serait pour finalement aider à comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire si on prend le mot-clé Puma, est-ce que c'est une marque de fringue ou un animal? C'est les entités nommées, pour résumer, donc vont donner un identifiant à la marque de fringue et un autre identifiant à l'animal, mais après, c'est pas simple parce qu'il y a le contexte, etc. Il y a tout l'environnement autour du terme qui doit jouer. Euh, je sais ce que tu vas dire sur le knowledge graph aujourd'hui, mais bon, vas-y. Là aussi, je pense qu'il y a rien du tout, en fait. Voilà, c'est une. Voilà, je sais même pas quoi dire, quoi. Il y a un pompage de Wikipédia, reconnaissance de 3 entités nommées qui se battent en duel, et puis en fait, on n'en a fait rien du tout, les résultats sont merdiques. Voilà ce que j'en pense actuellement. Donc Après, mais est-ce qu'il y a un vrai potentiel derrière, au-delà du gadget Wikipédia Scrapper aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils en ont tagué un paquet d'entités, est-ce que ça va changer les choses? il y a probablement un vrai potentiel derrière parce que, en fait, c'est assez amusant tout ce champ de recherche, donc qui est plutôt sur finalement faire de l'inférence, ce qu'on appelle faire de l'inférence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré certaines entités et puis certaines relations entre elles, essayer de deviner la relation globale. Moi, ça me rappelle les systèmes experts qu'il y avait dans les années 80. Quoi. En 80, j'étais un peu petit pour les voir, mais plus tard, quand j'ai appris sur ces systèmes experts, quoi, ça marche mieux que ce qu'on faisait dans les années 80, 85, 90, parce qu'il y a beaucoup plus de données, parce qu'il y a plus de précision, mais globalement, on n'est pas beaucoup plus avancé. Il y a des algos d'apprentissage. Si on a les bonnes données, s'il n'y a pas d'ambiguïté sur les données, s'il y a quelque part donné explicitement certaines relations entre les données, on peut vraiment faire des choses. C'est évident. Il y a des beaux exemples de choses qui fonctionnent. Euh, il y a des exemples assez amusants. Par exemple, quand on fait de la relation clientèle, il y a des outils de relation clientèle automatisés qui fonctionnent sur ces concepts-là, qui fonctionnent très bien. Il y a des choses d'inférence qui fonctionnent bien. Je pense que Wolfram Alpha, par exemple, a Ouais. des choses dans ce domaine-là qui fonctionnent vraiment particulièrement bien. Mais là, les données sont pas très nombreuses et puis surtout, elles sont hyper spécifiques. On parle de bases de connaissances uniquement très strictes, souvent scientifiques. Donc il y a des vraies chaînes de corrélation, de causalité. On n'est pas sur des domaines un peu mous sur lesquels il pourrait y avoir des problèmes sur comment lever les ambiguïtés, etc. Enfin, donc je pense qu'il y a un potentiel. Je pense qu'on est loin de la maturité même scientifique. Donc encore moins de la maturité technologique. Alors quel est l'intérêt pour eux, d'après toi, d'avoir lancé ce truc alors que c'est purement un gadget aujourd'hui, quoi? Là encore, déjà, il y a un premier truc, c'est que ça procède d'une communication, c'est-à-dire qu'il y a un gadget, mais qui, sur certains exemples, va donner des résultats qui peuvent paraître surprenants aux gens. Parce que voilà, les gens, ils ont toujours l'impression que quand une machine leur dit reconnaît que tu fais 2 plus 2 et qu'ils disent ça fait 4, bah, la machine est aussi intelligente que toi. Et donc, voilà, il y a une communication là-dessus, et si tu poses une question et que la machine te donne une réponse, les gens sont persuadés que voilà, c'est que la machine est devenue intelligente. Après, c'est aussi un moyen de voir si les gens sont prêts à accepter certaines choses, comme par exemple le fait que le moteur donne l'information sans fournir une page de résultat. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est un. Parce que ça, par exemple, c'est un saut. Est-ce que les gens sont prêts à le faire? D'un point de vue d'utilisation, c'est pas clair. Donc ça permet aussi de tester ça, je pense. Puis après, c'est surtout de la com en ce moment. Moi, je pense qu'en ce moment, Google a beaucoup besoin de communiquer sur le fait qu'ils font toujours de l'innovation, parce que c'est moins vrai, en fait, en ce moment. Là où je les plains un petit peu, par contre, Google, c'est
on a bramé à long, large, en travers en disant vous communiquez pas, vous nous dites rien, machin. Maintenant, ils se mettent à communiquer, ils annoncent tous les mois la liste des soi-disant modifications, ils annoncent les updates, machin, et puis on gueule encore plus. Oui, bah oui, tout à fait. Ah oui, parce que c'est pas une bonne communication. Enfin, après, je parle pour moi, là, même plus à la limite en tant que consommateur, mais je trouve ça dommage. Je vois des super résultats de recherche, etc. Je vois les articles passer. Alors, c'est sûr, ça doit être un peu ésotérique pour la plupart des gens. Mais quand je vois la communication de Google, c'est quoi? C'est le knowledge graph, ça marche pas. C'est certains trucs de machine learning qui marchent pas fort. C'est une voiture qui se conduit toute seule. Bon, bah, c'est une prouesse d'ingénierie peut-être, c'est pas une prouesse scientifique. Et je vois les Google Glass, qui sont une prouesse rien du tout, ça existe depuis 20 ans. Donc voilà, moi je vois rien qui pour l'instant me montre, enfin, qui est à la hauteur de ce que, voilà, de ce qu'on voit comme derrière, comme machine de guerre en termes de chercheurs, etc. Et pourtant, il y a des résultats fondamentaux, mais jamais ils communiquent dessus. Ouais. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve qu'ils font une espèce de communication grand public. Et objectivement, l'embauche de Ray Kurzweil, par exemple, ça procède de la même chose. Ray Kurzweil, il est surtout connu. Bon, en fait, c'est un génie. Hein, il est vraiment super intelligent, ce mec-là. Il a fait beaucoup de choses en traitement du signal, des choses de reconnaissance automatique de la voix et tout, qui sont fondamentales. Mais maintenant, il est surtout connu pour l'Institut de la Singularité. Donc, l'intelligence artificielle au sens science-fiction, réussir à rendre les machines intelligentes et devenir immortelles. C'est ça son but. Bien sûr. Et voilà, et on est dans le même schéma de communication, le truc un petit peu geek, etc. Certains fantasmes qu'on retrouve au cinéma, dans les séries et tout. Ensuite, moi je crois qu'il faut quand même dissocier justement toutes ces différentes branches de Google. Ah oui, Il y a pour moi les gars d'AdWords qui sont peut-être que eux, ouais, c'est des capitalistes entre guillemets, c'est-à-dire que là ils sont prêts à, comme tu disais la dernière fois, hein, là, ils ont embauché des spécialistes de game theory, quoi. C'est pas innocent quand même, ça c'est de la vraie manipulation. Après, les gars du search, je les sens un peu plus, comment dire, pas des rêveurs, mais bon, je les vois pas forcément comme, comme des gens qui veulent manipuler ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment envie de bien faire les choses, malgré le sentiment qu'ils donnent de nous combattre, et panda, pingouin, etc., quoi. ah oui, non, mais je pense qu'ils ont vraiment une idée noble de ce qu'ils veulent faire et ils sont sincères probablement. C'est vrai que pour la partie AdWords, c'est plus amusant, mais d'un autre côté, les gens qui sont dans la partie AdWords, c'est les seuls qui utilisent vraiment les résultats de recherche de Google. Mais au moins, eux, ils ont un avantage, c'est qu'en fait, toute modification a un intérêt direct pour la société, puisque ça améliore ses revenus. Donc, c'est pour ça Ouais, que c'est toujours mis en place. ouais. Dans le search, je pense que c'est moins clair. Ça, c'est d'abord un poste de coût de modifier le search avant d'être une amélioration des revenus. Par contre, oui, ils font ça honnêtement et ils auront des trucs qui seront prêts le jour où il faudra vraiment qu'ils changent. Mais ça doit être super frustrant d'être ingénieur chez Google parce que t'as des possibilités énormes au niveau recherche. Et puis tu peux rien mettre en place, quoi. Tout est bloqué par tellement de freins, que ce soit Alors, corporate ou industriel, quoi. moi, je donne pas de nom, rien du tout, il faudra me croire sur parole, mais moi, je connais plusieurs personnes qui sont parties de chez Google parce qu'ils étaient assez frustrés, en fait, justement, de l'applicabilité de leurs résultats. Ouais. Et donc, et certains qui ne souhaitent pas aller dans ce genre d'entreprise à cause de ça. Et c'est assez amusant parce que moi, je connais même des gens, enfin, bon, si des gens de Google m'entendent, ils vont hurler, mais qui ont préféré passer chez Microsoft, par exemple. Ouais. Parce qu'ils pensaient que chez Microsoft, leurs résultats étaient mieux considérés, finalement. Bah, c'est différentes philosophies. Chez Microsoft, c'est peut-être plus stratifié, Ouais. mais au moins quand tu es dans ta strate, on te fait confiance, quoi. Et je pense qu'il y a plus de. Oui. Puis, finalement, ils ont un circuit peut-être plus hiérarchique, plus lourd, mais une vraie machine qui a un objectif beaucoup plus clair, la machine elle-même, quoi. Ouais, ouais. La machine Microsoft est plus intelligente probablement que la machine Google, si tu vois ce que je veux dire, la machine administrativo-financière. Bien sûr, ouais, ouais. Bah, non, c'est deux philosophies complètement différentes d'entreprise, quoi. Mais bon, après, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein, attention. Je le dis tout de suite pour pas me faire d'ennemis, hein, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui ont changé. Mais c'est toujours très compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de chercheurs, ce qu'ils veulent, c'est avoir les moyens de faire tranquillement leur science. Et ça, par contre, Google offre aux gens qui ont été recrutés à des postes scientifiques des moyens qui sont tout à fait bien comme il faut pour travailler sur leur truc. Donc celui qui veut pas trop se préoccuper de ce que deviennent ses résultats après, c'est le roi du pétrole chez Google. Ah si, j'ai quand même une question. Il y a un truc qui Ouais. me fascine chez vous, les scientifiques, c'est Oui. que
Alors, moi, de mon côté, je suis pas ingénieur ou quoi que ce soit. Bon, je viens d'une famille d'ingénieurs, j'ai un petit peu quand même cette familiarité et j'arrive à lire les documents. Mais c'est, il y a pas d'uniformité. C'est-à-dire que tout le monde parle un langage différent, il faut pêcher de l'information à droite, à gauche, etc. Et essayer d'en tirer une conclusion cohérente, et c'est impossible. Mais impossible. On dirait que vous êtes sur des planètes différentes, quoi, chacun. Bah, c'est un peu ça. En plus, c'est vrai que c'est. En plus, il y a des communautés, puis des sous-communautés, puis des sous-sous-communautés dans chaque branche, il y a des trucs. Mais c'est vraiment vrai ce que tu dis, puisque quand. Regarde, même là, j'arrive dans un nouveau labo, je suis dans une équipe qui fait de l'algorithmique. Je suis algorithmicien, je viens d'une équipe qui fait de l'algorithmique. Il faut déjà plusieurs mois pour réussir à comprendre de quoi on est en train de parler quand on travaille sur des choses pourtant très proches. Ouais, Le vocabulaire, les méthodes ne sont pas les mêmes. Et pourtant, on travaille dans le même domaine. Donc, ouais, ouais. t'imagines, dès qu'on est dans des domaines différents. Non, effectivement, ça, c'est un truc. D'ailleurs, c'est le reproche qu'on peut faire, en fait. C'est que c'est intrinsèque à la manière dont les chercheurs fonctionnent. Et bon, bah, quand tu es dans un groupe, le groupe a tendance à travailler de la même manière. En fait, on invente nos propres trucs, etc. Puis à un moment donné, on se rend compte que ça correspond à ce que quelqu'un d'autre fait. Puis la personne, par exemple, qui fait la même chose que nous, on n'avait pas remarqué, bah, elle a peut-être fait un truc un tout petit peu différent, nous aussi un petit truc différent, puis en mettant ensemble, on peut faire un truc mieux, quoi. Et effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Et on est très très ralenti par le fait que le vocabulaire est différent. Et ce qui est assez surprenant, c'est que même si, bah, grâce au web, en fait, la recherche scientifique a été vachement accélérée parce qu'on a accès à tous les documents de recherche beaucoup plus rapidement qu'avant. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, les gens s'envoyaient encore les trucs par mail ou par courrier, des fois les articles, pour les lire. Donc c'était assez invraisemblable. Ça a bien changé. Et ça a accéléré les choses, mais pas tant que ça. Il faut toujours qu'on se voit pour être capable de comprendre de quoi on parle et tout. Et encore maintenant, des fois, quand je lis certains articles dans des domaines que je connais, il y en a, je les comprends pas pour des questions de vocabulaire, etc. Il faut pas croire que ce soit. Tu vois, tu dis, tu es familier du vocabulaire, etc. Des fois, tu es peut-être même plus familier de certains vocabulaires que moi, quoi. Des fois, c'est difficile. Ouais. On a vraiment un problème de compréhension entre nous. Ouais. Non, pas du vocabulaire, je voulais dire, mais plutôt de la mentalité ingénieur. Voilà, c'est Ah ça. oui, Je suis pas ingénieur, mais j'ai baigné toute dans la famille de scientifiques. Donc, non, moi je suis la brebis galeuse. Hein. J'ai fait sciences politiques. C'est un petit peu de vocabulaire. un autre type de vocabulaire. Langue de bois. Euh, bah écoute, de quoi on pourrait parler encore là sur le sujet est-ce que de toute façon, est-ce que ça touche nous les référenceurs en ce jour de fin du monde? Est-ce que ça change quelque chose? Moi, Je pense que d'ici l'explosion de la Terre tout à l'heure, il n'y aura pas de changement dans le moteur. Après, imaginons que ce soit une fumisterie, cette fin du monde. Alors peut-être, effectivement, ça nous touchera. Je pense que certaines choses finiront par être mises en place. Euh, des choses qui sont liées au machine learning, mais qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on... Parce que bon, dans le machine learning dont on parle beaucoup actuellement, il y a le fantasme du moteur qui commence à apprendre comment fonctionnent les êtres humains pour fournir exactement ce qu'ils veulent. Si ça devait arriver, les référenceurs seraient bien en peine pour faire quelque chose. Mais plus prosaïquement, le machine learning, c'est aussi, par exemple, détecter du texte spiné par rapport à du texte non spiné, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui pourraient arriver dans un futur raisonnablement proche, probablement. Détecter les fermes de liens, on sait déjà le faire avec des méthodes d'apprentissage. Est-ce que c'est mis en place? Est-ce que c'est pas mis en place? C'est toujours une grande discussion. Je pense que c'est au moins en partie mis en place. Donc là, on touche à des choses qui sont probablement une barrière pour les référenceurs. Je pense que par exemple, les prochains trucs qui vont vraiment arriver, ce sera vraiment pour la détection du texte auto-généré. Ça, je pense que c'est un domaine sur lequel on sait vraiment bien travailler. Il y a des articles de Google, par exemple, là j'en ai un, Angular Quantization Based Binary Codes for Fast Similarity Search. Voilà. Ça paraît un peu étrange comme ça, un papier de 2012 dans la plus grosse conf d'apprentissage. Voilà, les méthodes pour détecter des contenus qui sont similaires très très rapidement. d'accord. Alors Mais similaire, ça ne veut pas dire duplicat. ouais, ouais. Similaire, on parle des textes qui sont auto-générés à partir des mêmes sources. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, et on repart sur les concepts LSA, LSI, ces algos existent pour détecter un degré de similitude assez proche entre des textes. Mais prenons l'exemple, ce que je cite toujours, c'est tu prends une dépêche AFP, d'accord? Petit paragraphe là de, mettons, 100 mots, qui va être remixé par des centaines, des milliers de sources. Euh, c'est pas du contenu dupliqué, mais qui est fortement similaire. Je pense que le curseur, il peut le monter,
il pourrait dire que, ok, mais alors du coup, il n'y aura plus rien en ligne. Ah bah, je pense qu'il faudra faire appel à des rédacteurs de luxe plutôt qu'aux stagiaires dans les rédactions pour pas que ça. Ouais, je pense que avec une méthode qui détecte du contenu spiné, par exemple, on shoot toutes les réécritures de dépêche AFP par des êtres humains, hein. Ouais, Parce que ce sera considéré comme étant quasiment du texte spiné, en fait. Tout à fait. complètement, parce qu'enfin, Ouais, c'est ça, quoi, hein. Il y a des, dès qu'il y a un truc, une nouvelle qui sort sur n'importe quoi, tous les organismes de presse ou les blogs, etc., vont traiter cette information avec un degré de similitude qui est énorme, mais quoi. faut être honnête, c'est du contenu pourri. Ouais, bon, enfin, tout est relatif. Oui, bien sûr, mais Tout est il relatif. n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à la source. Il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à la source, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que soit. Mais bon, il faut bien s'approprier le truc et puis publier sa propre tambouille, mais. Une belle analyse. Non, mais c'est quelqu'un un journaliste qui fait la vraie analyse journalistique, il passera à travers. Ouais. Celui qui passe pas à travers, c'est celui qui réécrit la dépêche AFP. Après, je pense que qualitativement, ça se justifie. Après, je sais bien que c'est le business de tous les référenceurs aussi d'avoir du contenu comme ça, mais c'est vrai que je pense que d'un point de vue qualitatif, c'est pas forcément mal. Mais alors, ce qu'on met en cause, là, c'est le niveau de pourriture du web, en général, finalement. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y aura à terme pas un web élitiste, soi-disant de qualité, avec que des scientifiques, des super blogueurs, des journalistes et des écrivains de haut niveau, et puis tout le reste, ça va être les trucs commerciaux, etc. Comment on peut traiter tout de manière uniforme? C'est ça que je me pose comme question. Ça, je sais pas, mais tu sais, c'est assez. Si dans un monde où Google n'aurait pas existé, est-ce qu'on aurait eu l'apparition de tout ce contenu fait un peu au kilomètre, etc. C'est pas clair, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà, je sais pas à quel point détecter tout ça, c'est un retour vers quelque chose qui est mieux ou je sais pas. En tout cas, c'est clair que c'est une approche dite normative. Ça modifie ce qu'est le web actuellement. Parce ils l'ont facile à dire, faites du contenu de qualité, quoi. Ça veut dire quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est pour faire cliquer sur une pub ou c'est pour gagner le prix Pulitzer? C'est pas les mêmes ambitions de qualité, quoi. Tout à fait. Et c'est super subjectif. Donc, moi, je trouve que c'est un peu facile de prôner de prôner la qualité alors que il n'y a pas de. Enfin, c'est pas Sans savoir tangible. ce que c'est la qualité, oui. Non, c'est bien, Pourtant, c'est bien ça, hein, suite à Panda, hein, on va dégager les sites de mauvaise qualité. Et puis, comme dit Guy Kawasaki, il faut faire write good shit. Il faut faire de la bonne merde. Mais ouais, non, mais on s'aperçoit, je pense quand même qu'il y a je pense qu'il y a quand même une attente pour vraiment les bons contenus. Je pense que maintenant, de plus en plus, les internautes sont pas tellement dubes du contenu vraiment pas terrible. Les sites qui ont du contenu dupliqué et tout ont des visiteurs, mais ils n'ont pas de clientèle fidèle, ils n'ont rien du tout, donc c'est du parasitisme. Enfin, faut bien imaginer que ces sites-là, ok, les gens gagnent leur vie, mais ce qu'ils gagnent, c'est ce que ne gagnent pas les sites qui fournissent un contenu vraiment de qualité pour le coup. Pour d'autres, ouais. Bon, cela dit, là où ils ont bien joué, c'est notamment avec Panda. Moi, c'est un podcast là, qu'il faut que je sorte. J'ai interviewé le DG de Text Broker, donc ils font 10 millions de mots par mois, ce qui leur donne quand même un sacré niveau statistique. Et il m'a dit le contenu 5 étoiles a explosé suite à l'arrivée de Panda. C'est-à-dire que les gens ont vraiment commencé à demander du contenu de qualité suite à la terreur pandaesque. Mais c'est pas mal, parce que si les gens achètent du contenu de qualité, bah déjà ça augmente la qualité globale, et en plus ça l'augmente d'autant plus que les petits opérateurs qui n'ont pas les moyens disparaissent. Ouais, c'est une Et- sélection. Après c'est vrai qu'on voit beaucoup moins dans les résultats de recherche. Moi, ce qui m'a frappé, hormis les comparateurs, c'est les fameux MFA, hein, les Made for AdSense, où ceux-là, on les voit beaucoup moins, quoi. Ouais, Mais pareil, c'est pas par rapport à la qualité du contenu, c'est qu'ils ont repéré comment était fabriqué un MFA par rapport à la structure, etc. Point barre. ouais, ouais. C'est pas forcément le texte en lui-même qui a été jaugé comme étant de mauvaise qualité, quoi. Ah non, non, de toute façon, ce qui fait la qualité n'est pas que le texte, mais bah non, parce que sinon, il suffirait de reprendre des textes de très bonne qualité et on pourrait faire des super sites. Ouais, Malheureusement. Mais bon, c'est vrai que c'est. Mais moi, je me mets à la place, parce que par exemple, mon frère est éditeur d'un site qui a que du contenu unique, Crinen. Et c'est ouais, bien vrai que, sûr. Ouais. au fur et à mesure des années, au moment
Ça s'est enrayé avec Panda d'ailleurs, mais pendant longtemps, il y avait une érosion des visites parce qu'effectivement, il y avait plein de sites qui se mettaient en place, qui faisaient les mêmes mots-clés, etc., et qui avaient un contenu qui était vide. Ouais, Bon, c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que c'est un site de passionnés, Queen, par exemple. bien sûr. Donc, quand les gens écrivent des textes comme ça, c'est du bénévolat, c'est pour eux, parce que ça leur fait plaisir, et qu'ils voient qu'il suffit de copier-coller un truc à droite à gauche pour que ça marche, je comprends. Il y a une amertume chez les lecteurs aussi. Et en plus, c'est pas égal pour tout le monde. C'est-à-dire que je discutais hier avec un client qui a une stratégie massive et internationale. C'est-à-dire que vraiment, c'est des centaines de sites sur des dizaines de pays et ben, je ne sais pas combien de langues. Et à chaque fois, c'est un petit peu le même schéma qu'il met en place. Mais par contre, c'est du vrai contenu, c'est-à-dire rédigé par des professeurs, etc. Et il a des sites qui se sont toujours plus ou moins bien comportés. Et là, il a vu, sur de l'anglais notamment, il s'est fait un peu pingouiniser, alors que les autres se comportent normalement. Et puis, il y a des langues qui marchent mieux que d'autres. Donc, il y a aussi une complexité, je suppose, énorme de gérer toutes ces langues différentes, toutes ces zones d'index différentes, etc. Quoi. Ça doit être gigantesque. C'est d'ailleurs assez impressionnant pour moi à l'échelle de Google. Quoi. Mais en plus, c'est assez amusant parce que alors, la seule stat que je connais, c'est celle de 2006. C'est pour ça qu'on va refaire des expériences là-dessus d'ailleurs. En 2006, N2LAS et machin, donc c'est le mec de Microsoft, ils ont fait vraiment cette enquête sur la typologie du spam au niveau du web. Et c'est assez incroyable parce qu'ils avaient le spam par langue, le spam par nom de domaine, enfin par extension du nom de domaine, etc. Tu voyais que voilà, tu prenais le spam par langue, il y avait 3 langues qui étaient spammées au maximum. L'anglais, naturellement, parce que c'est la plus grosse surface de marché. Et puis derrière, le français et l'allemand. Alors l'allemand, ça se justifiait parce que l'allemand est une langue particulière, donc il fallait forcément utiliser des techniques borderline pour être bien classé. Et le français, parce que en France, c'est un sport national d'essayer de truander tout ce qu'on peut dès qu'on peut, quoi. Mais après, si tu es dans une autre langue, je pense que tu as beaucoup moins de filtres. Parce Ouais. que pour Google s'emmerdera à mettre des filtres sur des sites dont il sait que la plupart du temps, de toute façon, il n'y a pas de problème, statistiquement. Alors, bien sûr, il y a quelques spammers, j'imagine, qui font de l'espagnol ou d'autres langues. Je pense que, par exemple, pour le poker, il doit y avoir pas mal de trucs en espagnol, à mon avis. Mais c'est marginal et ça vaut pas le coup pour Google de déployer des filtres qui lui coûtent une blinde pour repérer les 4 spammers qui se battent en duel qui écrivent en espagnol. Et puis je suppose que c'est la linguistique du point de vue de maîtrise de la langue, ne serait-ce que les accents en français, ça doit être une plaie à traiter, ce truc-là. Ouais, avant, ce qui est sûr, c'est qu'ils faisaient comme s'ils n'existaient pas, les accents. Ouais, Après, ils en ont rajouté. Mais ça rajoute de la complexité parce que ça augmente beaucoup le nombre de mots. ouais, ah ouais, bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que on pourrait imaginer toutes les langues d'origine latine, elles sont quand même très ressemblantes d'un point de vue grammatical et tout. Elles pourraient toutes être traitées un peu de la même manière avec les mêmes filtres. Et moi, je pense que toutes les langues latines ne sont pas filtrées de la même manière. Non, Parce que c'est vraiment parce que voilà, il y a des pays où il y a beaucoup de. Voilà, en France, le taux de spam en France c'était 18% en 2006. Je pense que c'est beaucoup plus haut maintenant. d'accord. Et en plus, je ne sais même pas s'ils mettent à disposition les moyens pour traiter ce genre de problème. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a certaines langues, bon, ben, ils laissent faire, quoi. C'est pas grave. Ouais. Ça coûterait trop cher pour essayer de résoudre le problème, finalement. Je vais parler Ouais. d'un pays, je ne sais même pas si, je sais pas, l'Estonie par exemple, moi je prends au hasard, hein, d'un pays comme un autre, j'ai rien contre les Estoniens non plus, je précise tout de suite. Et voilà, s'il n'y a pas un vrai débouché en termes d'argent, revenu publicitaire pour Google, pourquoi faire un moteur spécialisé, etc. Oui, parce qu'il faut être présent partout, mettre les filtres en place, etc. pour essayer de voir la meilleure qualité, pas sûr que ce soit une priorité pour Google. Ouais. Ah, parce que voilà, ça coûte cher. Donc, Ouais, on n'imagine pas hein, les moyens qu'il faut déployer, ça doit être gigantesque hein, pour alors, un data traiter ça. center, 200 millions de 200 dollars. millions. Ouais. Et la consommation électrique de Google, j'ai fait pour un cours, j'ai fait l'estimation, c'est 2 centrales nucléaires et demie qui tournent à plein régime pour Google, pour le monde entier, je crois, quelque chose comme ça. Non, C'est mais l'équivalent de. c'est sûr, c'est des villes entières, pas des océans, mais des lacs, des trucs, enfin c'est gigantesque quoi. C'est pas très écolo tout ça d'ailleurs. Ben moi tu sais, il faut que pour qu'un moteur indexe un lien, il faut qu'il soit en format absolu et pas relatif. Donc il doit construire le lien en absolu. Et puis pareil pour un répertoire, il y a un problème avec les serveurs Unix hein, depuis toujours. Il faut construire le slash à la fin. Et j'ai essayé d'imaginer
la ressource électrique que ça prend à l'échelle du web de construire ces foutus liens en absolu et construire ces slashes, ça doit être pas du tout insignifiant. Ah oui, non, non, c'est énorme. C'est d'ailleurs une belle réussite de Google. Hein. Là, il y a un vrai. D'un point de vue ingénierie, là, c'est exceptionnel. Pour C'est vrai qu'ils ont mis les moyens, enfin quand on voit les images des data centers et que il n'y a pas si longtemps qu'on voyait ces espèces de petits PC merdiques qui étaient branchés un peu n'importe comment, ça n'a plus rien à voir. Et ça, c'était quoi? C'était il y a moins de 10 ans, quoi. Hein. Oui, c'est vrai. Le temps passe pas si vite que ça, en fait. Mais oui, c'était. Oui, oui. Oui, parce qu'en 2003, ils nous montraient des petits PC et tout. Et on est en Ouais, 2012, ouais. ouais, ça va vite, quoi. Enfin bon. Bah écoute, je crois que là, ça fait déjà presque. On n'a pas battu le record, mais on a déjà fait une certaine longueur. Je sais pas où est-ce qu'on voit le truc J'ai là-dessus. 55 minutes. D'accord. Non, attends, ça fait 55 minutes qu'on a démarré, donc on va s'arrêter là avant de passer le cap fatidique de l'heure et Ok. que tout le monde s'endort en face. Donc ben, je te remercie. Peut-être qu'on va essayer de se refaire un podcast l'an prochain, peut-être avant de fêter le deuxième anniversaire, s'il y a d'autres choses exceptionnelles dont il faut qu'on parle, parce que ça avancera très vite. Et peut-être qu'on se trompe, peut-être que le knowledge graph va émerger dans 6 mois en étant une C'est- révolution, et va falloir qu'on revienne sur nos propos du jour. Ah, ce sera l'occasion de faire un podcast. Voilà. En tout cas, ben, je te souhaite bonne continuation, Ouais. et à l'année Et prochaine. ouais. Bonne fin du monde. Bonne fin du monde. Allez, bye. Salut.